Warm greetings to you watching us from all over the world. This is Africa This Week. Quite a lot has gone down on the continent over the past couple of days. Senegal celebrated the 80th anniversary of the Thiaré massacre. Senegal marks 80 years since the Thiaré massacre, demands justice. Senegal on Sunday commemorated the 80th anniversary of this massacre, where African soldiers who fought for France in World War II were killed by French troops in 1944 for demanding fair pay and treatment. President Bassirou Diomaye Faye honored the soldiers as heroes who sacrificed their youth and blood for world peace and renewed calls for France to apologize and provide justice. French President Emmanuel Macron acknowledged the killings of a massacre in a letter sent to Faye, a gesture seen as progress but insufficient by many Senegalese. France's Foreign Minister Jean-Noël Barrot joined the ceremony, but some, including historian groups, expressed disappointment over France's limited action as the event highlighted ongoing tensions over colonial injustices. Let's now watch an excerpt of Senegalese President Bassirou Diomaye Faye during this commemoration. La France vient également de franchir un pas important dans la restauration de la vérité, grâce au président Emmanuel Macron, qui m'a adressé une lettre il y a 3 jours pour assumer que les événements de Thiaroye en 1944 ont abouti à un massacre. Je salue son courage moral. Par ce geste, la France accède à une vieille et légitime demande de reconnaissance. Il s'agit d'une avancée appréciable dans le processus de réhabilitation de l'honneur et de la dignité des tirailleurs victimes, à la suite de la déclaration du président François Hollande au cimetière de Thiaroye le 30 novembre 2014, quand il saluait, je cite, la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels la France avait retourné les fusils. Toutefois, il reste encore beaucoup de zones d'ombre de cette histoire, notamment le nombre de tirailleurs exécutés. 2 rapports contradictoires des autorités coloniales parlent de 35 et 70 morts. That's Senegalese President Bassirou Diomaye Faye demanding that France apologizes and pay some sort of payment for this massacre for the soldiers who died during the 1994 Thiaré massacre. Well, we have with us Colin Bekata to better analyze this situation. Hello, Colin Bekata, please tell us, 80 years after, is this commemoration necessary? Oui, Joy, cela est nécessaire parce que c'est une tragédie que le gouvernement français s'évertue à cacher depuis près d'un siècle. Le temps était venu que cela soit révélé. Révélé sur du factuel, ça veut dire sur des faits tels qu'ils se sont déroulés. Par exemple, en 1944, le gouvernement d'alors avait estimé 35 personnes tuées. Pourtant, on pense qu'ils étaient plus de 400. Aujourd'hui, il est difficile d'indiquer la sépulture de chacune de ces personnes. Peut-être avaient-elles toutes été versées, n'est-ce pas, dans une fosse commune. Ce sont autant de vérités dissimulées qu'une commémoration comme celle-ci peut aider, n'est-ce pas, à exhumer. J'ai trouvé très opportune la disposition du président Diomaye Faye qui a instruit que cette histoire soit désormais intégrée dans des programmes scolaires. Voilà qui apprend en fait au bourreau d'aujourd'hui et même de demain qu'il est difficile de dissimuler l'histoire. Et ceci, il est bien de relever combien est-ce qu'une chose aussi banale que la réclamation, n'est-ce pas, de son salaire pour conduire à une telle effusion de sang. Parce que Joy, ces personnes ont été mitraillées. Elles ont été tuées simplement parce qu'elles réclamaient leur salaire. That's quite sad there, Colin Bekata. Well, let's stay in Africa, right? But let's talk something else. Let's talk about Chad. Ladies and gentlemen, Chad has announced that it's ending its military ties with France. Chad announced on Thursday that it is ending defense cooperation agreements with France, requiring a withdrawal of French troops from the country. Foreign Minister Abderrahmane Koulamala described France as an essential partner, but emphasized Chad's sovereignty, saying the nation has grown up and matured. The decision, made shortly after a visit by French Foreign Minister Jean-Noël Barrot, reflects Chad's growing alignment with Russia and plans to redefine its strategic
partnerships. France currently has about 1,000 troops or thereabout and warplanes in Tchad, its last Sahel stronghold after a series of setbacks in the region. Well, talking about setbacks, Colombe Catal, do you think that this is a major setback for France in Africa? Oui, on imagine combien est-ce que la France peut être secouée en ce moment, Joy, après la rupture avec les États qui constituent l'Alliance du Sahel. Le Tchad se prononce, et pas que, parce que le Sénégal aussi, n'est-ce pas, dans cette logique. Mais ce que je trouve anecdotique, c'est l'approche du Tchad. Les Français l'ont compris, ils ont dépêché quelques jours avant leur préposé aux questions extérieures, Jean-Noël Barrot. Mais s'il te plaît, il était encore sûrement dans l'avion sur le chemin de retour lorsque la nouvelle est tombée. Ça prouve à quel point les Africains ne sont plus disposés à plier les chines devant l'ancien colon. La raison qu'avance le président tchadien, c'est que la coopération est obsolète. Et ça, c'est vrai. Maintenant, la question de savoir si est-ce que c'est la fin de toute coopération. Le ministre des Affaires étrangères du Tchad a fait comprendre que ce n'est pas le cas et que c'est juste la fin de la coopération militaire. Nous sommes en politique où on sait très bien qu'on ne se prononce pas complètement sur son dessein, sur son calendrier, n'est-ce pas, à la première question. Laissons venir le temps qui nous apprendra davantage sur l'avenir de la coopération de la France avec le Tchad en particulier, mais aussi avec les pays africains en général. Well, thank you very much for being with us, Colombe Catal. Just to remind you, ladies and gentlemen, that Chad is not the first country in Africa to cut ties, military ties, and even economic ties with France. It's just one among several other African countries that have implemented this move. Don't go anywhere. We'll be right back. And now let's talk about constitutional reforms in the Democratic Republic of Congo. The proposed change or revision of the constitution in the DRC has sparked debate for several weeks now, 3 weeks actually, following the official announcement by the president to amend or review the current constitution. Now, while the entire opposition rejects this initiative, the new Momentum Party, led by former Prime Minister Adolphe Muzito, supports it, claiming to have championed the idea for years. This report is compiled for us by Yves Mayele, our correspondent in the DRC. Depuis l'annonce de la révision ou le changement de la constitution de la République démocratique du Congo par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la société congolaise se divise de plus en plus. La majorité au pouvoir approuve cette démarche, mais alors la grande partie de l'opposition désapprouve cette initiative qu'elle qualifie de provocation et de distraction au sommet de l'État. Cependant, le parti Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, faisant partie de l'opposition, dit oui au changement ou à la révision constitutionnelle. D'après son secrétaire général devant la presse, le changement de la constitution est un combat de son autorité morale depuis plusieurs années, car l'actuelle constitution a été faite par des députés de facto et un président de facto. En mettant fin à l'existence de l'actuelle constitution du 18 février 2006, laquelle pour nous est une constitution de transition. Car, après la loi fondamentale de 1960, considérée comme une constitution de transition, puisque élaborée au Parlement belge, les Congos devraient entrer dans le processus qui devrait le conduire à la République, chose qui n'est jamais arrivée. Depuis ce temps, le peuple a vu son pouvoir être confisqué par les impérialistes qui vont imposer une oligarchie sous plusieurs formes au point d'empêcher le pays d'avoir une constitution définitive et républicaine. Car la constitution du 18 février est une constitution rédigée par un parlement de facto, des députés nommés par un pouvoir de facto et promulguée par un président de facto. Le parti Nouvel Élan s'est dit prêt à donner des idées pour une nouvelle constitution. À cet effet, Nouvel Élan
demande au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que l'opposition dirige la dite commission qui sera mise en place l'année prochaine pour réfléchir sur le changement ou la révision de la Constitution. Well, talking about reforms, ladies and gentlemen, this is Africa This Week, and when we come back, we take you to Burkina Faso. Stay with us. Well, it has been quite a busy final quarter of the year 2024 for African countries, especially in the Sahel regions. I'm talking about the reforms in Burkina Faso. Burkina Faso returns to former national motto and coat of arms. Burkina Faso's Transitional Legislative Assembly has unanimously approved a constitutional revision to reinstate the country's former motto, which reads, "Fatherland or death, we shall overcome." The decision was formalized during a plenary session on the 29th of October 2024 in Ouagadougou. Now, when we talk Ouagadougou, we're talking about our correspondent over there in Burkina Faso, Sarah Dabone, who is on standby. Sarah Dabone, please tell us what exactly is Burkina Faso's new coat of arms. Please tell us. Oui, salut Joy. Alors, le Conseil a adopté le 27 novembre un projet de loi portant modification de la description et de la signification des armoiries du Burkina Faso. Ce projet de loi fait suite à la révision de la Constitution, de la loi constitutionnelle ayant consacré le changement de la devise du pays, qui est désormais la patrie ou la mort, nous vaincrons. All right, Sarah, so what prompted the authorities of Burkina Faso to change the country's motto? Les autorités burkinabées ont entrepris le changement de cette devise après analyse de la situation socio-politique du pays parce que les contextes marqués par la crise sécuritaire et la quête de la souveraineté requéraient qu'on trouve une devise à l'image du patriotisme du citoyen burkinabé. Mais au-delà du contexte, la devise retrace l'histoire du pays des hommes intègres. Elle est dans la conscience populaire des Burkinabés et elle traduit bien le sentiment de patriotisme et l'acceptation de se martyriser pour la nation. Mais il faut noter également qu'il y a une histoire derrière cette devise. So, Sarah, tell us, fatherland or death we shall overcome. What motivated this motto? Oui, en fait, la devise est associée à Thomas Sankara, ancien président révolutionnaire du Burkina Faso et éminent panafricaniste. Il l'avait prononcé dans son discours du 29 juillet 1987 à la tribune de l'Organisation de l'Unité africaine. La patrie ou la mort, nous vaincrons, serait une reformulation de la célèbre phrase « Patria o muerte » de Che Guevara, révolutionnaire cubain ayant inspiré Sankara bien sûr par ses idées et avec qui il a été proche. Thank you very much, Sarah Dabone, for being with us on the program today. I think this motto is just one of the steps to show that Burkina Faso is trying all they can to get rid of their colonial masters. This change equally reflects a significant return to the revolutionary ideals of the nation's past, symbolizing resilience and patriotism. When we come back, we go to Niger. Don't go nowhere. And we stay in the Sahel region. So right now we are going to Niger. Niger has shut down a French non-governmental organization, Action pour le bien-être. The Nigerian Minister of the Interior, Brigadier General Mohamed Toumba, has officially signed the closure of the French non-governmental organization, Action pour le bien-être, effectively barring its operations in the country. Questions have arisen about the NGO's response to this decision and the exact reasons behind the shutdown.
Public reactions are also mixed, with some people supporting the minister's move as a step towards asserting Niger's sovereignty, while others are calling for clarity on the grounds of the decision. Now, let's turn to our correspondent from Niger. Well, he's not in Niger. He'll be live from Benin, Cotonou, actually. Jean-Marc Bicok, please, if you are with us, tell us the French NGO Action pour le Bien-être will no longer be allowed in Niger. What is this about, Jean-Marc Bicok? Salut Joy, je suis à Cotonou, précisément devant le monument des Amazones. Et effectivement, l'autorisation d'exercer de l'ONG Action pour le Bien-être a été retirée le mardi 12 novembre dernier par le ministre de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba. Les raisons de ce retrait n'ont pas été évoquées à ce jour, mais on parle de non-respect des aspirations du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. L'ONG ne respecte pas, certainement ne répond pas aux normes du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie parce qu'on est dans l'ère de la souveraineté. Pour le Niger, il faut obtenir in extenso sa souveraineté. Alors l'ONG ne répond pas aux aspirations du peuple, raison pour laquelle l'agrément a été retiré à l'ONG Action pour le Bien-être. So tell us, Jean-Marc, after the withdrawal of this accreditation, has the NGO responded? Oui, il y a eu quelques réactions, même si l'ONG Action pour le Bien-être n'a pas réagi. Il y a eu néanmoins des réactions puisque c'est une organisation non gouvernementale française. Il y a eu des médias français qui ont fait des déclarations, notamment France 24, qui a dit que malgré le fait qu'en 2020, il y avait 6 membres de cette organisation non gouvernementale qui avaient été assassinés par une attaque de djihadistes, et que le Niger était sur cette voie d'avoir sa souveraineté totale. D'abord, il y a eu le départ de l'armée française, il y a eu plusieurs autres décisions, notamment la fin de l'accord du 22 septembre 1972 qui disait que les entreprises françaises ne payaient pas d'impôts au Niger depuis le 22 septembre 1972. Ce décret a été dénoncé par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Alors c'est dans cette même ligne que les médias français parlent de la lutte pour la souveraineté du Niger qui continue. Mais jusqu'ici, aucune déclaration de l'entreprise en question concernant ce retrait de l'agrément d'autorisation au Niger qui a été signé en 2009. Well, Jean-Marc, because we understand that there are mixed reactions, but how exactly are the Nigerian people reacting to this decision by the minister? Oui, Joy, les réactions au Niger ont commencé à faire le tour des réseaux sociaux. Il y a l'acteur de la société civile Bana Ibrahim, très connu et très influent, qui a fait une sortie pour dire que voilà, c'est une très bonne chose. Ce retrait de l'autorisation qui avait été donné à l'ONG française Action pour le Bien-être, qui œuvre dans le cadre de la femme, de la santé, de l'enfant, du bien-être, que c'était une bonne chose parce qu'aujourd'hui, c'est le Niger qui définit, qui détermine les règles du jeu. Alors, toute entreprise qui est au Niger et qui ne respecte pas les règles du jeu ou qui ne répond pas aux aspirations du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie doit simplement plier bagage. Alors, la nouvelle est plutôt saluée au niveau des acteurs de la société civile qui disent que voilà, la lutte pour la souveraineté continue et ce n'est pas encore terminé. Merci à vous, Marc Bicok, pour Global LTV, en ce moment à Cotonou, au Bénin. Thank you so much, Jean-Marc, because it's always a pleasure having you. Well, from the reactions of Nigerian people and from the latest decisions from all the leaders of the Sahel region, it is obvious that they mean business. They are ready to take over their sovereignty and revolutionize their whole system. This is Africa This Week. Stay tuned. Thank
you for watching us. This is Africa This Week on Global L Television. Now let's go to Ghana. Ghana's 2024 elections are shaping up to be a significant test of its democratic resilience as voters head to the polls on December 7 to elect a president and 275 members of parliament. The elections are drawing intense attention due to the high stakes for the ruling New Patriotic Party, that's the NPP, and the opposition National Democratic Congress, the NDC. The NPP aims to break the 8 by winning a third and consecutive term, while the NDC, on their part, seeks to return to power. Blandine Jinka is here for us to better understand what is going on right now in Ghana. Hello, Blandine. Thank you for joining us. Please tell us, what are some of the big names of this election in Ghana? Hi, Joy. Thank you for having me on set. Yeah, we're talking about the elections in Ghana. And so far, we have 12 candidates who are rooting for the presidential seat. But then we have 2 candidates who are actually the front runners of these elections. They're the ones that have been making waves. And we are talking about the vice president of the nation and who also is the leader of the NPP political group, Mr. Mahamadou Bawumia. And we also have the former president who is also making waves in his own manner. We have John Mahama, who is the president of the NDC, trying to make his way back to the presidency. Well, Blandine, we know that security and transparency are the key focuses of these elections in Ghana, with peace pledges signed by the candidates. So do you think that these peace pledges, are going to ensure a smooth running of the vote? Of course, Joy, I'll tell you something. This is not the first time that Ghana is signing a peace pledge or a peace treaty before its elections. This is actually the 4th time they're doing this, and according to its record, it has worked tremendously. Now, we all know that Africa and politics is very complicated. Whenever we hear about elections, we know that some chaos of some sort is going to erupt from somewhere. And so this is an act in a bid to make sure that all the political parties respect each other, respect the individuals as well, so that at the end of the day, we are looking at a transparent, free and fair elections. I'll also tell you that the American government has recommended or has commended Ghana's action of this peace treaty, you know, encouraging them that it's actually a good way to deal or to run the elections in the country. And we are hoping that by the 7th of December, come the 7th of December, we will have peaceful elections from that side of the world. Exactly, we hope so. And this race is quite tight, Blandine Jinka. The 7th of December is going to be a very, very remarkable day in Ghanaian history. When we come back, ladies and gentlemen, we talk about budget, we talk about Cameroon. Stay tuned. And now let's talk about Cameroon, the budget for the 2025 financial year. The government of the Republic of Cameroon has tabled a projected 2025 state budget of about 7,250.8 billion francs CFA, reflecting a 0.5 increase from the previous year. The budget anticipates an economic growth rate of 4.1%, slightly higher than the 3.8% recorded in the year 2024. The positive economic outlook is largely driven by non-oil sectors, with inflation expected to remain controlled. The government also plans to focus on sustainable development and maintain economic stability, adhering to regional fiscal benchmarks. This budget, ladies and gentlemen, aligns with Cameroon's goal of fiscal discipline under regional CEMAC guidelines. The increase reflects strategic investment in infrastructure, public services, and measures to stabilize inflation, which is projected to stay manageable or in manageable levels in the year 2025. We stay in Cameroon, dear televiewers. This time around, we talk about the National Assembly. Yes, the new building of the National Assembly of Cameroon was inaugurated over the weekend. A modern facility
facility funded by the Chinese government. The state-of-the-art structure, valued at over 55 billion francs CFA, is designed to enhance legislative activities and symbolize the growing partnership between Cameroon and China. The inauguration ceremony was attended by high-ranking government officials and diplomats, highlighting the building's role as a cornerstone for legislative progress. Officials noted that the new structure, provides upgraded facilities to support lawmakers in shaping policies for national development. This project is part of ongoing infrastructure improvements in Cameroon, emphasizing international collaboration in achieving sustainable development. Talking about international collaboration, we are talking about China-Africa partnerships. And to talk about China-Africa partnerships, we have with us here Pauliness Otu. Hello, Pauliness Otu. So we are talking about the new building of the Cameroon's parliament, inaugurated on the 30th of November in Yaoundé. Can you tell us more about Cameroon-China relationships? Thank you, Joy. Merci, chers téléspectateurs. Eh bien, il faut dire que les relations bilatérales entre le Cameroun et la Chine sont plutôt au beau fixe. Cette coopération qui dure depuis plusieurs années déjà continue donc de se renforcer. On a vu le Cameroun bien représenté à la conférence sino-africaine dernièrement en Chine. Mais je vous propose de revenir au Cameroun puisqu'on en parle. Eh bien, la Chine continue de marquer des points justement avec ce nouveau siège de l'Assemblée nationale construite. Eh bien, la cérémonie d'inauguration de ce siège a été faite le 30 novembre dernier. Une cérémonie présidée par Kavaye Yégué Dibri, le président en personne de l'Assemblée nationale du Cameroun. Un projet qui a coûté pas moins de 60 milliards, je vérifie bien les chiffres, 60 milliards de francs CFA, un projet entièrement financé par le gouvernement chinois. Mais il faut noter qu'on parle là de coopération bilatérale, ça veut dire que pendant que la Chine contribue au développement infrastructurel du Cameroun, le Cameroun, lui aussi, offre des produits à la Chine, des ressources naturelles, du bois, du cacao et bien d'autres. Donc ce n'est pas de la philanthropie, c'est bien une coopération. Même si il faut également noter que les pays africains en général, et le Cameroun en l'occurrence, continuent de négocier, de tout mettre en œuvre pour que la coopération soit plus équitable. Well, thank you very much for being with us, Pauliness Otu. Just to mention, like Pauliness said, dear televiewers, it is a win-win situation. The cooperation between Cameroon and China is more of a win-win, where China gains as well as Cameroon. But who is the bigger winner? Well, yes, on the ground, ladies and gentlemen. When we come back, we talk about a figure that Africa has lost during the course of the week. Don't go nowhere. And now let's go over to Liberia. Well, this is on a sad note, actually. Liberian warlord turned politician Prince Johnson has died. He died at the age of 72. Prince Johnson, a former Liberian warlord, infamous for the 1990 torture and execution of President Samuel Doe, has died. Like I said, he died at the age of 72. His family confirmed his death over the weekend. After the Civil War, Johnson became a senator and a political kingmaker. He endorsed Ellen Johnson Sirleaf in 2011 and George Weah in the year 2017. However, he backed Joseph Boakai in 2023, helping him defeat Weah in a runoff despite calls for his prosecution over war crimes. Johnson never faced trial. Wow, it's one of a kind. Well, at this point, we have come to the end of today's edition of Africa This Week. Thank you for watching. Thank you for staying with us. A warm thanks to our correspondent, Sarah Dabone, all the way from Burkina Faso, Jean-Marc Bikok from Niger, well, from Cotonou, Benin, and Yves Mayele, all the way from the Democratic Republic of Congo. And to you for being with us. Stay tuned to Global L Television for entertainment and information. Bye-bye.